Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Histoire et Révélation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Franck Tonnelier. Il est acteur, auteur, metteur en scène et pédagogue. Depuis son premier passage sur scène à l'âge de 15 ans jusqu'à la création de la première école de théâtre en ligne, l'Espace du Songe, son parcours est marqué par des rencontres exceptionnelles, des rôles marquants et une passion profonde pour la transmission. Avec lui, nous allons revenir sur ses débuts, ses maîtres, ses rencontres, son rapport à l'écriture et à la création, son projet unique d'enseignement à distance et bien sûr sur sa vision de l'art dramatique et du rôle de l'acteur aujourd'hui. Et une question qu'on abordera à la fin, et ça, je garde le suspense pour la fin. Et je pense que Franck, il l'a déjà posé 1000 fois. Quelle est la différence entre un acteur et un comédien? Merci beaucoup. Exactement. Ouais, merci beaucoup Franck d'avoir, c'est Sandra, Maldy qui nous a mis en relation. Mmh. Donc, je voulais la remercier dans un premier temps et je voulais te remercier toi aussi parce que tu as accepté qu'on fasse, une interview, par rapport, à ton métier, que moi je trouve très intéressant. Mmh. Donc, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, bien sûr, bah, d'abord, il y a pas de quoi et c'est avec un immense plaisir et merci à Sandra, également et bonjour à tous. Alors oui, effectivement, pour ma part, j'ai commencé par le théâtre, j'avais, 15 ans, tout simplement, dans une troupe, à la base, amateur, en banlieue sud de Paris. Sauf que bon, la présidente de cette, petite troupe qui s'appelait Les Insolites, voulait faire les choses bien et donc on a eu, la chance d'avoir 2 metteurs en scène et 2 professeurs qui étaient, tous 2 en troisième année au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Donc qui étaient des gens déjà professionnels, Laurent Natrella et Christophe Giordano. Laurent Natrella qui va ensuite travailler notamment avec Daniel Mesguich et puis qui va faire 20 ans à la Comédie Française et ensuite Victor Giordano qui travaillera avec Stuart Side, Ariane Mouchkine à la Cartoucherie, à Vincennes, etc. Donc cette petite troupe des Insolites prend vite une connotation semi-pro en fait et voilà, de 15 ans à 20 ans. À l'âge de 20 ans, on monte, des spectacles où on est très bien dirigé, où on a déjà des directions, professionnelles et puis évidemment, bah, voilà, je vais attraper le virus, grâce à ces deux personnes qui évidemment, sont des amis, sont devenus des amis et à l'âge de 20 ans, bah, je décide, je me dis: «Bah, voilà, maintenant c'est plus juste, voilà, en amateur, je veux que ça soit mon métier». Et donc là, Laurent et Christophe, Laurent Natrella, Christophe Giordano m'orientent un peu, et m'envoient, dans un très, très bon cours, à l'époque, à Paris, qui était le cours, Nicole Mérouse, cours d'art dramatique, professionnel, privé, qui était référencé par le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, à raison de 35 heures, de cours, d'art dramatique, par semaine. Donc c'était très intense dans des vrais théâtres, etc. Il y avait notamment Nicole Mérouse qui avait été, pendant les années 70, une des stars de la Comédie Française, Joël de Marty, pareil, sociétaire de la Comédie Française, et puis notamment notre cher Dana Westburn, qui était américain, lui, et qui vivait à Paris parce que pour des raisons familiales, sa femme était parisienne, mais qui lui était issu de l'Actor Studio de New York. On en parlera plus tard d'ailleurs. Actor Studio n'est pas une méthode américaine comme beaucoup trop de gens le croient ou le pensent. C'est une méthode russe qui vient de Stanislavski. Donc bon voilà, pour la petite parenthèse. Et puis bah, je vais faire mes 3 années
mes 3 années de le cursus classique, quoi, hein, les premières années, deuxième année, troisième année, voilà. À l'époque, chez Nicole, on a une audition d'ailleurs qui est éliminatoire. Il faut arriver à, bon, voilà, à avoir un certain niveau, même si on est encore complètement bancal. Mais voilà, on fait la première année, la deuxième année, la troisième année. J'ai plus l'âge des grands concours nationaux à quelques mois près, mais je tanne Nicole Mérouz pour avoir des dérogations pour absolument aller me faire les dents sur les grands concours nationaux. Donc je vais au conservatoire, évidemment, au Cons, je fais la rue Blanche, et je fais également le TNS, les concours, les grands concours nationaux avec la rue Blanche, le conservatoire, la Nationale supérieure de Paris, le TNS. Bon, voilà, je suis dans cette fameuse limite d'âge, donc le TNS, je vais l'obtenir, mais je pourrais pas y rentrer. Et puis ensuite, mes 3 années se terminent. Je vais faire encore, je vais aller dans un deuxième cours qui s'appelle Les Enfants Terribles à l'époque, qui vient juste d'ouvrir, avec Agnès Soral qui sort tout juste de son rôle de punk avec Coluche dans Ciao Pantin, avec Nora Habib qui est une immense directrice de casting et agent artistique à l'époque, Philippe Lelièvre qui vient de créer la Ligue française d'improvisation qu'on voit de temps en temps d'ailleurs dans Vendredi tout est permis chez Arthur. Au bout de 6 mois, j'arrête ce cours tout simplement parce que je passe une audition pour rentrer dans une compagnie qui marchait très très bien à l'époque à Paris, le Quatrième Mur, dirigé par Samantha Wiggins, une metteur en scène anglaise. Et, euh, et je réussis cette audition. Donc voilà. Et là, à partir de là, je vais rester pendant 7 ans dans cette compagnie et je vais être pratiquement tous les soirs pendant 7 ans sur scène dans les théâtres à Paris, avec la première pièce d'Oscar Wilde où j'ai 2 petits rôles de majordome, Lenny Merriman, et ensuite j'obtiens systématiquement les premiers rôles et on ne fera que des pièces d'auteur. Voilà. Et puis arrive la représentation vers la fin des années 90. Alors j'ai un agent chez Atmosphère qui m'envoie également sur des téléfilms, un peu de cinéma. Il y aura notamment un très très beau tournage avec Philippe Noiret sur les femmes de Monsieur Schultz de Claude Pinoteau. Et puis arrive donc cette représentation des Justes avec le Quatrième Mur, les Justes d'Albert Camus. Je joue le rôle principal de Boreal, chef terroriste. Et là, il y a personne dans la salle qui s'appelle Luc Fritsch et qui souhaite me voir après le spectacle. Et lui, en fait, revient du théâtre laboratoire de Jerzy Grotowski en Pologne, où il a été, où Grotowski lui a transmis toute la technique et la méthode de la méthode organique et corporelle de Jerzy Grotowski. Et Luc Fritsch me récupère pour travailler dans son laboratoire qui l'ouvre donc à Paris à l'époque. Et là, on va monter une pièce sublime qui s'appelle la Balade des mégots secs de Bernard Mazéas, qui était encore vivant à l'époque. On sera en programmation pour les offs de la Comédie Française au Vieux Colombier grâce à Jacques Bayon, qui à l'époque est le directeur du Centre national du théâtre. On va roder la pièce au théâtre de Colombes à côté de Versailles. Et puis, bon, certains événements de la vie vont faire que après il y a la vie et il y a des choses qui parfois éclatent par certaines mésententes, et puis moi d'un autre côté j'ai un deuxième rêve dans la vie et là j'ai l'opportunité de vivre ce deuxième rêve. Et ce deuxième rêve en fait après les planches, c'est de rencontrer les Amérindiens dans la forêt amazonienne, c'est de voir la forêt amazonienne et de rencontrer les Amérindiens. En 77, j'ai 7 ans, je vois ça chez mes grands-parents, des reportages sur la forêt amazonienne et les explorateurs, les expéditions, ça, sur la télé noir et blanc à l'époque. Et là, j'ai cette opportunité parce que j'ai un ami qui est en Guyane française et donc je vais partir. Au bout de 10 ans, plus de 10 ans, je pars en 2001 ou de 11 ans de travail d'acteur intensif. Je pars avec un aller simple en Guyane française. Et avec mon frère, on va faire ce reportage qui est sur ma chaîne YouTube. Donc,
sur les Amérindiens du Haut-Maroni en Guyane française, qui sont à 500 kilomètres au fond de la forêt amazonienne. À l'époque, ça se passe en 2003. C'est plus du tout la même situation. C'était pas du tout la même situation qu'aujourd'hui. Il y avait encore des traditions et voilà. Et puis en Guyane, je vais être immédiatement rattrapé par le spectacle, mais cette fois, je vais passer de l'autre côté de la caméra, comme on dit, c'est-à-dire que je vais devenir metteur en scène d'une compagnie. On va faire beaucoup de spectacles avec la nuit du théâtre. On va monter des pièces d'auteur là aussi. Ensuite, c'est l'éducation nationale qui m'interpelle, qui me demande donc d'être professeur d'art dramatique pour l'école collège, école primaire, collège et lycée. Je dis OK. Donc c'est parti et je me retrouve très vite dans les lycées avec les élèves en classe littéraire, option théâtre évidemment. Alors super, on fait gagner des points au bac, impeccable et tout ça. Et puis après, c'est la région qui va me contacter en me disant, Franck, ça serait bien, le nouvel ensemble artistique est né avec la grande salle de spectacle, ça y est, c'est construit, tout est prêt, ça va ouvrir, on a de la danse, on a de la musique, on n'a pas d'art dramatique. Fais un stage et si ça fonctionne bien, tu auras ton cours d'art dramatique. Bon, je fais un stage sur la méthode de Grotowski, ça fonctionne super. La performance est également sur ma chaîne YouTube, où on joue cette performance, enfin les stagiaires, les élèves jouent cette performance dans la grande salle. Et à partir de ce moment-là, on me dit c'est OK, tu peux ouvrir ton cours. Et là, faut que je trouve un nom. Et à l'époque, quand j'étais sur scène à Paris, j'allais beaucoup avant le spectacle, derrière le rideau, dans l'ambiance du décor. Et je me mettais en état de songe, d'atmosphère, d'écoute. Ça, c'est la méthode de Peter Brook, c'est l'espace du vide. Et donc, c'est là que le nom de l'espace du songe est arrivé. Voilà, c'est comme ça que le cours a été créé. Il était en présentiel à cette époque-là, et donc je vais avoir mon poste à l'encre et également à l'université de Cayenne. Voilà. Et puis la vie encore fait que je rencontre ma femme à cette époque-là en Guyane, qui est brésilienne. Et puis au bout de 16 ans et demi en Guyane, la Guyane change. Alors à côté de ça, j'ai aussi une entreprise d'audiovisuel où en fait je tourne, je réalise des films documentaires, des clips musique, des publicités, des films institutionnels, etc. Voilà. Et puis donc, au bout d'un moment, la Guyane n'est plus ce qu'elle est et on décide de partir au Brésil. Et je vis actuellement au Brésil, dans l'état de Rio, donc voilà, depuis 6 ans maintenant. Et à partir de là, j'ai rencontré un super gars qui est mon webmaster aujourd'hui. Parce que je me suis dit comment je vais continuer mon travail, etc. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, tu peux faire ça en ligne. Bon, moi, je suis né en 70, c'est pas trop ma popote, comme on dit, Ouais, nouvelle technologie. Et puis, en fait, il m'a tout monté, mon site, ma chaîne YouTube, mes réseaux, etc. Ça a démarré tout de suite du feu de Dieu. Ça fait 5 ans et demi maintenant que c'est ouvert en ligne. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on fait exactement la même chose en ligne qu'en présentiel, quoi. Exactement. Peut-être même plus de d'accord. choses parce on peut enregistrer. Il y a plein de, grâce à la technologie. Et il suffit que l'élève, la personne ait un peu d'espace chez elle et au lieu que je sois devant elle, assis sur une chaise, sur un fauteuil, pour faire la direction d'acteur, ben, je suis à la caméra et la personne est face à la caméra comme on l'est d'ailleurs en télévision ou au cinéma, et on fait exactement les mêmes choses. Voilà, OK. sur un cursus de 3 ans également. L'espace du songe est un cours dramatique professionnel avec un cursus de 3 ans, comme tous les grands. OK. Et justement, s'il y a une personne qui nous écoute et qui nous regarde, et qui souhaiterait y participer, c'est accessible, aussi bien aux débutants ou à des personnes qui ne connaissent rien du tout, mais qui aimeraient, se lancer dans Ça, ce milieu, c'est possible?
Ça, bien sûr, ça va des débutants, strictement débutants, jusqu'à ceux qui souhaitent se perfectionner, parce qu'on n'arrête jamais d'évoluer et on est un acteur, un comédien évolue tout le temps, doit toujours évoluer. D'ailleurs, il y aura début octobre une conférence avec mon grand ami Dimi de Delphes, qui a 68 ans, lui qui a une expérience incroyable, qui a eu la chance de pouvoir diriger Nicholson lors du tournage de Shining, et également Robert De Niro, qui a travaillé avec Grotowski, qui a été pendant 2 ans l'assistant de Grotowski, et qui, pour l'espace du songe, va faire une conférence début octobre sur ces trois expériences-là. Donc, j'invite tout le monde, par le biais de mon email qui est en description, voilà, de m'envoyer un email, et pour les cours dramatiques, et également pour cette conférence, pour voir cette conférence. OK, Voilà. Tout en sachant que les cours ne se limitent pas aux simples cours d'art dramatique, parce qu'à l'époque, une fois qu'on avait fini les cours, on était largué dans la nature, hein. Non, ici, il y a encore un suivi derrière. C'est-à-dire que derrière, je m'occupe du démarchage des artistes auprès d'une liste de plus de 823 agents en France, dont des grands noms comme Gérard Moulevrier, Bruno Berberès, Nathalie Dubourdieu, Maïwenn Branchou, chez Colbach, etc. Et puis, je fais également la création des supports de communication, la préparation au casting, et également même l'assistance à la création lorsque quelqu'un veut monter une pièce ou écrire un film, réaliser un film. Voilà, tout ça fait partie des services de l'espace du son. OK. Les personnes qui sont intéressées pour, assister à cette conférence, comment ils pourront avoir accès? Alors en fait, il faut m'envoyer un mail, tout simplement, en exprimant la volonté d'y participer. Ça sera en visioconférence, hein, bien D'accord? sûr. Et il y aura une petite participation financière, mais qui ne dépassera pas les 10 euros. Voilà, c'est une conférence qui va durer 3 bonnes heures. Voilà, avec toute cette expérience. D'ailleurs, Dimi est en train de préparer la conférence, et il me disait il y a pas longtemps, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on veut parler de Grotowski, de Jack Nicholson et de Robert De Niro, en fait, on s'aperçoit que on peut pas parler d'eux sans parler de tous les autres, quoi. Donc ça va être très riche. OK. Je mettrai le mail en descriptif en dessous de la vidéo, comme ça, si les personnes sont intéressées, ils rentrent en contact avec toi Exactement. et tu leur répondras avec un grand plaisir. Même ceux qui veulent s'inscrire au cours, Bah, on les encourage. bien OK. sûr, bien sûr. Alors, Franck, quel souvenir gardes-tu de ta toute première expérience sur scène avec la troupe Les Insolites à seulement 15 ans? Bah, à l'époque, c'est un copain qui était un voisin, en fait, qui me dit: «Tiens, Franck, il y a une dame très bien, elle s'appelle madame Marcoux, c'est une dame de la commune, de la municipalité, qui a décidé de mettre en place une troupe de théâtre, et sans vulgarité aucune, il me dit tout simplement: «Allez, viens, on va aller faire les cons dans cette troupe-là. Viens avec moi, on va s'inscrire». Et il faut savoir qu'à l'époque, on faisait déjà le dimanche soir des petits spectacles dans le salon chez nos parents, et cetera, respectifs. Un coup, c'était chez lui, un coup, c'était chez moi, et on créait des petites choses. Et puis le dimanche soir, à l'apéro, on faisait des petits sketchs, des petits spectacles. On avait, heu, on avait 11, 12, 13, 14 ans, quoi. Et à 15 ans, ouais, quand on a appris l'ouverture de cette troupe, Les Insolites, bon, voilà, donc on y est allé, voilà. Et après, en termes de souvenirs, bah, comme je le disais en introduction, c'est-à-dire que il y a eu ces deux personnes, Laurent Natrella et Christophe Giordano, qui eux étaient déjà confirmés, travaillaient ensuite très, très vite avec de grands professionnels, de grands metteurs en scène. Et là, bah, à chaque fois, c'était
ouais, c'était un émerveillement, quoi. Ils arrivaient vraiment à nous faire vivre les émotions des personnages, etc. Ce qui est très rare en réalité dans les troupes amateurs. Attention, hein, au contraire, j'ai commencé par là, donc éclatez-vous, faites monter des troupes, faites des spectacles, etc. Mais c'est vrai que c'est rare d'avoir la chance d'être au contact de personnes comme ça dans des troupes amateurs. Il faut pas hésiter d'ailleurs à aller contacter, voilà, ces personnes-là, à mettre pardon, au Conservatoire national supérieur dramatique de Paris, à la rue Blanche, à l'ENSAT, voilà, et parce que, bah, voilà, ils ont souvent besoin d'un petit peu de sous, et puis ça leur fait un immense plaisir de transmettre leurs connaissances. Et donc voilà, c'était bon, voilà, on abordait déjà le travail comme on le fait ensuite en cours d'art dramatique professionnel. Donc c'était une découverte incroyable, quoi. Yes. Et tu as parlé justement de Natrella. Donc, ton premier professeur, Ouais. Natrella, il t'a marqué, ton rapport avec, le théâtre? Ah oui, ouais, ouais, oui, oui, bah, c'est-à-dire que très vite également, je suis invité par Laurent, à assister aux répétitions, notamment, avec Daniel Mesguis lorsqu'il monte Marie Tudor de Victor Hugo, lorsqu'il monte La seconde surprise de l'amour de Marivaux, et cetera. Et bon là, c'est enfin voilà, là c'est le flash, quoi, c'est le virus, quoi. Je veux vivre dans un théâtre, quoi. C'est décidé. Et pendant ton enseignement, de ta formation donc, pendant des années, qu'est-ce qui t'a marqué le plus avec les cours, de Nicole, Mérouse? Alors, pour le coup, ce qui m'a marqué le plus, c'est la dureté et la difficulté. Parce que autant, bon, dans les insolites, évidemment, Laurent et Christophe étaient très professionnels, etc. Mais il y avait une vraie souplesse, il y avait une vraie, voilà, ça restait malgré tout bon enfant, on va dire. Alors qu'à partir du moment où je rentre chez Nicole Mérouse, on a une promotion d'une trentaine de personnes, hein, 15 filles, 15 garçons. Et là, ça rigole plus du tout, quoi. Là, c'est très dur. C'est plus comme ça maintenant dans les cours dramatiques professionnels, enfin du moins de ce que j'en sais aujourd'hui. Et d'ailleurs de mon côté, je ne pratique pas non plus hem, avec avec beaucoup d'autorité. Mais à l'époque, c'était comme ça. Ils étaient très très durs, très très durs. C'est-à-dire que bah, ils considéraient que soit petit à petit il y avait des progrès, il y avait des déclics qui s'opéraient, etc. Et que donc tu allais être à même de faire potentiellement un jour ce métier qui est d'une difficulté ahurissante, hein, faut pas l'oublier. Ou alors, à un moment, ils pouvaient te dire bon, tu ferais mieux d'aller vendre des fleurs, quoi. Voilà, et c'était dit comme ça, hein. J'ai notamment vu aux Enfants terribles, Nora Habib envoyer ça un jour à un collègue. Bon voilà. Donc c'était très dur. On avait une minute de retard, la porte du théâtre était fermée, on rentrait plus. On savait pas notre texte. Hop, sors de la scène, s'il te plaît. Tu sais pas suffisamment bien ton texte, c'est pas la peine. On peut pas travailler. Tu peux sortir, s'il te plaît, au suivant. Voilà. Mais bon, j'en voulais tellement, on avait tellement la rage que c'était OK. Allez, vas-y, allez, vas-y. Mais tape encore. Je vais taper plus fort, quoi. Et voilà. Et ça marchait comme ça. Tu vois, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu as étudié aussi bien le théâtre classique que moderne. Ouais. Comment ces 2 univers dialoguent-ils, dans ton jeu d'acteur? Bah, en réalité, alors voilà, alors là, on rentre dans des questions qui sont parfois désespérantes et avec des idées reçues
qu'on a un mal fou à faire sortir de la tête de certaines personnes et de beaucoup trop de personnes, c'est qu'en fait, le classique, ça correspond juste à une certaine forme d'écriture qui va être la versification, les alexandrins, et à une certaine époque. Et aussi à des sujets, à des thématiques d'époque passée. Le moderne et le contemporain, c'est une forme d'écriture différente qui est plus celle qui ressemble à évidemment à notre parler d'aujourd'hui. Et puis, effectivement, les thématiques sont plus voilà, en lien bien sûr avec notre contemporanité, quoi. Bon, mais en réalité, pour l'acteur, le comédien, mais on n'a pas, j'ai pas le droit de dire la différence encore tout de Non, suite. non, on garde Alors le voilà, donc suspense jusqu'à la fin. voilà, Donc il faut voilà. que les gens qui nous regardent, qu'ils restent jusqu'à la fin pour qu'ils sachent, ce que c'est Bien la sûr, différence entre les 2. bien sûr, bien sûr. Et donc en fait, bon, pour l'acteur ou le comédien, l'actrice, la comédienne, peu importe, que l'on se trouve sur un projet classique ou un projet moderne, parce que de toute manière, il va toujours s'agir d'aller chercher les états émotionnels du personnage et de construire le plus pertinemment possible ce personnage. Donc, alors, sachant qu'évidemment, le classique va demander plus de moyens, plus de techniques, voilà. Et c'est pour ça que dans le moderne, d'ailleurs, enfin, moi je parle des grands auteurs modernes, mais si on parle tout simplement des téléfilms qu'on voit régulièrement, des séries, il y a beaucoup de séries téléfilms sur la thématique policière, mœurs, etc. Bon, on a beaucoup de personnages, de rôles, c'est un peu monsieur et madame tout le monde, quoi, hein, donc ça nécessite pas la même énergie que si on doit jouer Titus ou Bérénice de Racine, quoi, ça c'est clair. Donc, et ni la même expérience. Donc voilà. Sinon en soi, fondamentalement, normalement, un bon acteur, un bon comédien doit être capable d'aller autant sur du classique que du moderne. Fondamentalement, c'est le fond est le même. D'accord, et aussi ce qui est intéressant donc, dans ton parcours de formation, donc, tu as eu des professeurs qui sont issus, de la Comédie Française et aussi bien Acteurs Studio. Oui. Qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu as retenu de cette double influence, aussi bien française qu'américaine? Alors, justement, c'est là où à chaque fois que je fais le premier cours avec un nouvel élève, donc qui rentre à l'espace du songe, le premier cours est toujours dédié à l'histoire de l'art dramatique. Il faut comprendre que l'art dramatique démarre à la préhistoire. D'ailleurs, il y a un super ouvrage qui existe depuis le début des années 90 qui s'appelle l'histoire du théâtre en bande dessinée. Je le recommande à tous. C'est fondamental de connaître cette histoire. Ça commence par la préhistoire, ça va évidemment se exploser à l'Antiquité, puis il y aura le Moyen Âge, avec la fin du Moyen Âge, la Commedia dell'arte, puis la Renaissance, et puis le siècle des Lumières avec Molière, Louis XIV, etc., puis la Comédie française, etc., et puis le 19e siècle avec les romantiques, etc., Victor Hugo, euh, et en fait, jusqu'à la fin du 19e siècle, on ne sait pas ce que c'est qu'un comédien. On ne sait pas. La seule personne qui va émouvoir vraiment les gens sur scène, c'est Molière. Et on se dit, mais c'est marrant, lui, quand il est sur scène, on ressent énormément de choses. On a vraiment l'impression qu'il vit la situation, etc. Mais même Molière ne sait pas réellement l'expliquer pourquoi. Il répond que c'est comme ça, il l'a C'est écrit, naturel? c'est naturel, il a tellement écrit la pièce, vu le personnage, et cetera, que voilà. Mais bon, malheureusement, il va décéder et puis voilà, et le temps va continuer de s'écouler. Et en fait, on va avoir les découvertes psychanalytiques avec Freud, avec Sigmund Freud. Et là, il y a une autre personne qui est en Russie, qui est tout simplement Constantin Stanislavski, qui est directeur du théâtre d'art de Moscou à l'époque et qui
qui entend, qui voit dans les journaux la découverte de Freud, qui dit tous nos souvenirs depuis la naissance, on les a en nous, on les a en mémoire, le conscient, inconscient, subconscient, etc. Et si on se rappelle un souvenir, on va revivre l'émotion qu'on vivait à ce moment précis lorsque ça s'est produit. Et là, Stanislavski a un coup de génie, percute sur ce point très précis qu'on va appeler la mémoire sensorielle, qu'il va appeler la mémoire sensorielle. Et là, c'est la naissance de l'acteur moderne. C'est-à-dire que c'est terminé la déclamation à l'ancienne comédie française, parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Et c'est pour ça qu'on verra aussi cette soi-disant différence entre théâtre et cinéma qui pour certains genres peut exister, mais qui s'est complètement effacé à 90, dans 90% des cas. Voilà, donc, et Stanislavski est entendu par le monde entier en disant, ça y est, il y a une préface de Jean Vilar dans la formation de l'acteur qu'il faut absolument lire, où Jean Vilar déclare, ça y est, l'acteur moderne est né, on ne joue plus, on est, on doit être, on doit. Alors évidemment, on n'est jamais à 100% dans un Ouais, personnage deviendrait fou. C'est bon, voilà. Mais on va essayer vraiment d'être au maximum dans le vécu réel de la situation et du ressentir du personnage. Ce qu'on a mis 2000 ans à découvrir. Voilà. d'accord. Plus de 2000 ans à découvrir. Alors ensuite, et il y a Mikhail Tchekhov, qui est le fils d'Anton Tchekhov, le grand auteur dramatique russe, et puis Elia Kazan, qui est un immigré italien qui est à New York, qui entend parler de la mise en place et de la découverte de Stanislavski. Il vient en Russie, il rencontre Stanislavski, et Tchekhov, avec Elia Kazan, se disent, ouais, on pourrait emmener la méthode aux États-Unis. Et donc, Stanislavski dit, ok, pas de problème, mais bon, moi, je viens quand même avec vous, je vais faire quelques conférences là-bas pour expliquer, machin, pas de problème. Voilà. Elia Kazan, Chekhov partent aux États-Unis. Stanislavski ira aussi, il fera effectivement beaucoup de conférences sur le sujet. Et c'est là que Elia Kazan, avec Mikhail Chekhov, ouvre l'acteur studio. Voilà. Donc, l'acteur studio n'est que la continuité, que le prolongement de la méthode de Stanislavski sur la mémoire sensorielle. Voilà. Alors évidemment qu'ils vont continuer de développer, d'approfondir, etc. Voilà. Donc en fait, quand j'étais en cours chez Nicole Mérou, justement, effectivement, à l'époque de Nicole Mérou, de Joël de Marty, on travaillait beaucoup plus avec les techniques de Louis Jouvet, en l'occurrence, le comédien désincarné, qui est un ouvrage de Louis Jouvet qu'il faut absolument lire, qui est une méthode basée sur une observation très très pointue, très très précise des autres, et où par empathie, on travaille après avec ces observations pour les intégrer dans les personnages. Malgré tout, à l'époque, bien entendu, on est au début des années 90, des gens comme Nicole Mérouz, qui ont été plus de 20 ans à la Comédie Française, Joël Demarty, nous disaient attention, la formation de l'acteur, Stanislavski, c'est fondamental. Moi, je l'ai toujours là, et hein, il est d'origine, il est d'époque, je l'ai toujours à côté de moi, mes notes à l'intérieur, il fallait qu'on lise Stanislavski. Et puis à côté de ça, on avait donc effectivement Dana Westburn, qui lui était issu de l'acteur studio, mais qui nous enseignait exactement la méthode de Stanislavski, quoi. Voilà. Donc encore une fois, tout ça, en fait, c'est qu'une affaire de médiatisation. L'acteur studio, ah, on n'a que ce mot-là à la bouche, parce qu'évidemment, à partir des années 50, années 60, tous les grands acteurs hollywoodiens vont passer par l'acteur studio, pratiquement tous. Alors évidemment, d'un seul coup, pour aller ensuite dans les grands studios de cinéma hollywoodiens, la Paramount, etc., etc. Donc, donc évidemment, Stanislavski en Russie avec le théâtre d'art de Moscou ne pouvait pas rivaliser en termes médiatiques par rapport à une telle industrie cinématographique. Donc voilà, voilà. Donc il y a beaucoup de confusion par rapport à ce sujet et à l'origine des méthodes.
Parce que, ben, bien sûr, naturellement, on est un peu tous pareils, on se laisse un peu trop avaler par le médiatique, quoi et voilà et on cherche pas plus loin. Donc c'est un peu C'est dommage. clair. Voilà. Ouais, c'est clair. Et dis-moi, entre Oscar Wilde, Beckett, Tennessee Williams, Jean-Paul Sartre, Ouais. quelle œuvre a été pour toi la plus difficile à aborder et pourquoi? Alors là justement, tu viens de citer, que des modernes, hein, en l'occurrence, donc Sartre, grand auteur, français, Beckett et Oscar Wilde, immense auteur anglais, Tennessee Williams, immense auteur, américain où effectivement, j'ai joué Jim dans La Ménagerie de Verre, j'ai joué Vladimir dans En attendant Godot de Beckett, Laney Merriman dans Il est important d'être conscient d'Oscar Wilde et puis, de La plus respectueuse de Sartre, où on avait transformé le rôle du nègre en rôle de travesti, ce qui revenait au même sur le problème du racisme et de l'intolérance. Hem, et en fait, ce qui a été le plus difficile, pour moi, tu ne l'as pas cité. Ce qui a été le plus difficile, c'est lorsque j'ai dû interpréter Titus dans Bérénice de Racine. Donc, un immense classique. Voilà. Immense classique où le rôle de Titus représente un peu plus de 1500 alexandrins. C'est la dernière pièce d'ailleurs que j'ai joué avec le quatrième mur sur un peu plus une quinzaine de productions en gros. Et là, ouais, c'était un vrai challenge parce que tenir le rôle principal de Titus pendant presque 2 heures dans ce drame, c'est pas une tragédie, c'est un drame. C'était costaud. C'était costaud. On s'en est très bien sorti. À l'époque, c'était Estelle Franco. Je l'embrasse d'ailleurs. Estelle, si tu regardes cette émission, parce que encore une fois, c'est des personnages qui sont colossaux, quoi, et qui vivent une tourmente émotionnelle incroyable. Donc ça demande énormément d'énergie, de puissance dramatique. C'est voilà. Donc encore une fois, les grands classiques, on peut dire ce qu'on veut, mais ça forge un comédien, ça forge un acteur, hein. Est-ce que tu peux nous raconter, ta rencontre avec Luc Fritsch? Lundfried, oui. Et qu'est-ce qui a changé dans ta carrière après cette rencontre? Bah, pas mal de choses parce qu'en fait, comme je l'ai dit en introduction, Luc, me voit, interpréter le rôle de Borria dans Les Justes d'Albert Camus, et il revient donc, d'un séjour d'un long séjour de 6 mois avec Grotowski au sein de son laboratoire et cetera. La metteuse en scène Samantha Wiggins me dit qu'il y a quelqu'un qui veut me voir après le spectacle. Je finis de m'habiller, de me démaquiller, etc. Je retrouve ce monsieur qui était avec sa femme, Corinne Sylvia Conju, sublime comédienne. Et là, il me dit comme ça, de but en blanc, je veux que vous travailliez avec moi dans mon laboratoire théâtral. OK. Alors bon, on se met au bar du théâtre et la discussion commence et cetera et bon, moi, la notion de laboratoire théâtral, j'en avais déjà entendu parler, mais voilà, c'était très flou, très vague et puis il commence à me parler de Jerzy Grotowski qu'à l'époque, malheureusement, je ne connaissais pas parce que là aussi, Grotowski n'a pas voulu du tout de médiatisation, encore moins contrairement à Stanislavski. Enfin, il a été aussi faire des conférences, quelques-unes aux États-Unis, mais voilà, c'était un puriste, un espèce de moine du comédien, du travail d'acteur. Et ça aussi, c'est bien dommage. D'ailleurs, la méthode de Grotowski vient en ce moment devient à la mode, notamment au Canada et au Québec, où il y a de nombreux stages qui se font sur la méthode de Grotowski depuis un certain temps.
Bon, et là, moi, je dis OK, hein, c'est une super découverte. Je dis merci, et puis voilà, j'intègre son laboratoire théâtral, et là, je commence à faire du travail de laboratoire. Et là, alors là, on teste tout, quoi. Tout est testé, la respiration, la diction, l'espace, le corps. On essaye de donner une performance sans aucun échauffement. Et puis ensuite, on va donner la même performance avec un échauffement très conséquent, intégrant de la respiration, de la concentration. Et on va faire ça 50 fois, 100 fois. Et on va s'apercevoir qu'en fait, dans 90% des cas, l'acteur ou le comédien est bien meilleur quand il a eu un échauffement intense auparavant. Voilà. Moi, ça m'a toujours fait bon, rigoler, mais très gentiment, quand j'avais des collègues, ou copines, acteurs, actrices, copains, qui me disaient: «Oh, moi, c'est bon, j'arrive, hop, c'est parti, ça part tout seul», et cetera. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, ça peut fonctionner aussi comme ça. Mais malheureusement, on s'aperçoit qu'en laboratoire, qu'un travail de laboratoire, ben, ta performance va être bien meilleure, une fois, l'échauffement, réalisé avec, toutes les différentes, étapes, et cetera. Donc ça, c'est une vraie découverte, et ça même si auparavant, même avant ça, je m'échauffais moi de toute façon énormément, et j'étais un des rares à arriver 3 heures avant l'ouverture du rideau, quoi. Donc bon, voilà. Mais ensuite, évidemment, tout ce travail-là va booster mes performances à suivre, très clairement, et on arrive avec des personnages beaucoup plus solides, et qui vont être notamment, alors ça, c'est la deuxième découverte, c'est la méthode organique et corporelle de Jerzy Grotowski, où là, en plus de la mémoire sensorielle, on va utiliser le corps comme un outil de sensation. Alors ça s'adresse, à partir de ça s'adresse à l'acteur ou au comédien à partir du moment où il doit faire un travail de composition. Donc plus je laisse deviner, à l'acteur ou au comédien, on verra ça après. Hem, et là, en fait, c'est le corps, et Grotowski a suivi, la méthode de Stanislavski au Théâtre d'art de Moscou, mais Stanislavski était déjà décédé. C'est ses élèves qui lui ont enseigné, et Grotowski est reparti du Théâtre d'art de Moscou en disant, hem très bien, OK, la mémoire sensorielle, très bien, mais il dit: «Moi, je pense qu'on peut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de partir des émotions et de la psychologie du personnage, on peut partir du corps pour atteindre, les émotions et la psychologie», et effectivement, la méthode est redoutable, elle fonctionne extrêmement bien. Elle permet même de débloquer des gens qui ont des artistes qui ont des blocages, et cetera, dans le travail sur leur personnage. Et ça, c'est une vraie découverte aussi, parce qu'ensuite, bah, en plus d'utiliser la méthode de Stanislavski, je vais la fusionner avec celle de Grotowski pour construire mes personnages. Donc voilà, donc là, à partir de là, on arrive à des choses où, on peut partir très loin, quoi. Voilà. Yes. Ouais. OK. Il est toujours vivant d'ailleurs, je l'embrasse aussi, il est toujours vivant, il vit à Lyon maintenant, et il est plongé dans l'écriture de méthodologie, sur le théâtre et l'acteur, notamment un ouvrage, qu'il a écrit il y a quelque temps déjà, à lire, qui s'appelle «L'innocence théâtrale», et puis il y a un peu moins de temps, La grande histoire, du théâtre aussi, qu'on trouve partout. Yes. Quel souvenir gardes-tu de ton rôle de Boris, dans Les Justes de Camus? Doria, Doria. Doria, c'est le rôle principal effectivement dans cette pièce de Camus qui est incroyable. Bon, Camus avait, enfin, c'était un auteur vraiment, vraiment génial, quoi. Une écriture, une mise en situation, c'est de l'horlogerie suisse, quoi. C'est vraiment, extrêmement précis et redoutable et imparable. Hem Et en fait, c'est l'histoire, de la révolution russe en 1917, hein, contre les tsars. Il s'agit d'un groupe de terroristes, donc dirigé par Boria, donc c'est le personnage, principal, qui va donc, déposer une bombe, jeter une bombe sur le carrosse du tsar qui va passer dans la rue, qui est juste,
en bas de l'immeuble, ils sont dans un appartement très noir, très glauque, complètement vide. Ils sont planqués là et ils attendent l'arrivée d'une carrosse, avant d'aller, jeter la bombe, sur le carrosse du tsar. Et en fait, il y a une quand on démarre la pièce à l'époque, Samantha Wiggins, la metteuse en scène, voulait que, pendant 1 minute, le rideau s'ouvrait, il y a, Boria sur scène avec son bras droit, une table au milieu, la scène est pratiquement noire, en pénombre et pendant 1 minute, il y a pas une parole, il y a pas une réplique et on rentre dans cette ambiance-là, d'un seul coup, le public se fige et se dit: «Mais qu'est-ce qui va se passer?» et cetera et la pièce après démarre. Au bout d'1 minute, hop, les premières répliques, partaient et ça, c'est tout le talent d'Albert Camus, heu et en fait, heu, il y avait une ambiance sur scène et bien sûr qui se dégageait par la catharsis dans la salle. On n'entendait plus une mouche voler dans la salle, façon de parler. Hem, heu, où il y avait cette tristesse slave, cette, mélancolie, cette, cette ambiance très, très, palpable, très, 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 très dense, cette impression d'être dans une obscurité cotonneuse avec, un manque de respiration. C'est très difficile à exprimer, quoi. C'est, vraiment difficile à exprimer et cette, et ce, on l'a joué pendant, 4 ou 5 mois, enfin bon, tous les soirs et cetera et je suis sorti de cette pièce vraiment et c'est pas pour, voilà, c'est pas pour faire, pour mépriser qui que ce soit, pas du tout, mais avec en tête: «Je n'irai jamais dans les pays de l'Est». Je n'irai jamais dans les pays de l'Est. C'est Ah, peut-être, tu es bête, hein, méchant? c'est comme oui, ah, c'est c'est peut-être bête, hein, j'avoue, c'est peut-être, mais j'ai été tellement marqué par cette ambiance qui est tellement bien reconstituée dans l'écriture d'Albert Camus, dans les situations et cetera, que pour moi, d'un seul coup, j'ai eu cette image des pays de l'Est, des pays vraiment froids, avec cette mélancolie. D'ailleurs, cette fameuse mélancolie, on la retrouve chez Tchekhov également. Là, bien sûr, hein, voilà et vraiment, ça m'avait tellement imprégné, que voilà, et d'ailleurs, je ne suis jamais allé dans aucun pays de l'Est. J'ai un Ça veut pas dire que je n'irai pas, hein, et ça veut pas dire que j'ai pas la curiosité d'aller voir. Bien au contraire, hein, j'aimerais beaucoup voir Encore heureux, hein, beaucoup de choses, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est pour dire à quel point, ça t'a voilà, marqué. voilà une fiction, quoi, une fiction, qui bon, qui était extrêmement bien mise en scène aussi par Samantha Wiggins et cetera. On avait été très, très bien dirigé et cetera. Bon, mais et où d'un seul coup, en fait, dans les 3 dimensions de l'espace, scénique, tout ça explose, ressort, émerge, et impacte le public et je me souviens du public qui sortait, mais complètement ils étaient ailleurs, hein. Ils avaient l'impression, de d'être partis en 1917 et avec les terroristes et cetera et ils mettaient un certain temps à s'en remettre en sortant du théâtre. Ah oui, on est à Paris. Ah ouais, d'accord, et cetera. Voilà. Voilà, ce qu'on peut, ça, c'est quand ça se passe très, très bien et puis c'est pas vrai uniquement qu'avec Albert Camus d'ailleurs, tous les grands auteurs généralement quand c'est bien monté, ça fait mouche, hein. Et si tu devais, résumer ton parcours en 3 mots, lesquels choisirais-tu? Alors, bah, déjà, la liberté parce Ouais. que, parce que heu, j'ai toujours voulu faire
uniquement ce que j'avais envie de faire. D'accord. Et et ça d'ailleurs même avant que j'ai le virus, pour le travail d'acteur. Mais alors à partir du moment où j'ai ce fameux virus là, c'est terminé, je ne veux faire que ça et c'est que ça. Donc l'art dramatique, faut bien comprendre que c'est pas les drames, hein. L'art dramatique, ça inclut le théâtre, le cinéma, la comédie, la tragédie, c'est tout ça. L'art dramatique m'a permis d'avoir cette liberté, m'a donné cette liberté. Autant dans la vie que, bien entendu, face à un public dans l'espace scénique, cette liberté de donner, des émotions à des gens, voilà, qui viennent après leur journée qui a été plus ou moins facile, plus ou moins difficile, voilà. Donc cette liberté, la deuxième chose, le 2e mot, ça serait, l'imaginaire. Ça, c'est parce que tout ce travail-là, évidemment, développe énormément l'imaginaire parce que l'on a besoin de l'imaginaire pour être créatif, quoi. Il y a pas Hein, il y a pas à tortiller, on a besoin de l'imaginaire pour être créatif et c'est vrai que, bah, l'imaginaire, c'est une liberté mentale, c'est une liberté, psychologique, c'est une liberté, émotionnelle aussi, donc c'est très sympa. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'écris également effectivement, enfin un long métrage, un roman et cetera. Bon, voilà et le troisième mot, bah, c'est la passion, quoi. C'est la passion, c'est on est forcément meilleur là où on est passionné, quoi. Voilà et c'est pour ça que c'est peut-être pas toujours évident dans nos sociétés d'aujourd'hui où on se dit: «Bon, vaut mieux aller vers la sécurité et pas essayer de trop, déborder parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer». Bah, ouais, mais en même temps, on s'épanouit en réalité que par ce qui nous passionne. Il y a pas là aussi, il y a pas photo, quoi. Ouais. Alors j'ai une dernière question sur cette partie Mmh. de ton parcours. C'est une question, il y en a 2. Lors de la cérémonie des Molières en 93, Mmh. tu as rencontré différents personnages. Comment as-tu vécu ce moment? Et puis, par la suite aussi, heu, qu'as-tu ressenti de ton face à face avec, Philippe, Noiret? Alors, c'est deux choses différentes, mais 2 firan différentes, ouais. c'est vrai que il y a un lien. Alors, 1993, je suis en 3e année donc chez Nicole Merrouz, et il y a un monsieur très connu qui s'appelle Jean-Luc Moreau, qui débarque au cours, au théâtre Tristan Bernard. Jean-Luc Moreau, grand metteur en scène de pièces de boulevard, lui-même, comédien, voilà, qui a joué beaucoup notamment au théâtre Michel et puis dans beaucoup d'autres théâtres, théâtre de la Madeleine et cetera, enfin, à l'époque et il vient au cours pour récupérer certains d'entre nous, donc jeune élève, comédien, j'avais 23 ans, pour la cérémonie des Molières 1993. Il veut, nous intégrer dans la cérémonie pour qu'on fasse des tableaux sur la grande scène du théâtre du Châtelet. On fasse ce qu'on appelle des tableaux qui vont servir de transition entre les différentes, récompenses et donc là, c'est une année, c'est une cérémonie des Molières, rare puisque on a notamment Laurent Terzieff, qui est nominé pour, la le meilleur acteur, meilleur comédien dans Temps contre temps de Ronald Harwood, qu'il jouait, à ce moment-là au théâtre de l'Atelier, place Charles Dulin et également, il y a une deuxième nomination, pour cette pièce. Je crois que c'est au niveau du décor, bon voilà, mais lui en tout cas attend un Molière pour, le Molière du meilleur acteur. Bon, alors il y a Laurent Terzieff. Laurent Terzieff, encore une fois, c'est quelqu'un qui, dès lors où la nouvelle vague au cinéma est arrivée, lui, il a pris un peu
un biais et il est allé fondamentalement vers le théâtre. Mais ça a été l'un des plus grands acteurs au monde. Même des gens comme Depardieu d'ailleurs ont déclaré ne pas pouvoir être face à Laurent Terzieff. Bon voilà, c'est des personnes qui c'était quelqu'un qui atteignait un degré de métamorphose impressionnant. Il y a eu lui et puis il y a eu Sir Laurence Olivier aussi en Angleterre. C'était les deux qui étaient à peu près capables d'un tel niveau de voilà. Terzieff rentrait sur scène, on avait l'impression que le personnage sortait du bouquin quoi. Et il y avait toute la salle qui faisait oh. Voilà. Donc, moi, je suis émerveillé, mais pas que moi, tout le monde est émerveillé, évidemment, devant Laurent Terzieff. D'ailleurs, à cette cérémonie, il y a également évidemment, tous les grands professionnels, il y a Michel Serrault, Claude Rich, etc. Enfin, voilà. Et Edwige Feuillère, qui commence à être très âgée à l'époque, elle commence à avoir du mal à marcher, mais je me souviens avoir été à côté d'elle, derrière les pendrillons, en entrée de scène, et puis elle me montrait Serrault, et puis elle me disait, tiens, lui, je l'ai connu en culotte courte. Bon, voilà. Mais ceci dit, Molière, ça c'est un pléonasme avec Terzieff. Terzieff va faire ce fameux discours. Il reçoit donc il a évidemment le Molière du meilleur acteur, etc. Et il va faire un discours où il n'y a plus personne qui fait un son qui chuchote dans la salle. Ce discours sur l'acteur que j'ai et que je lis de temps en temps à mes élèves, qui est un discours fondamental sur notre travail. Et il va scotcher tout le monde et nous, on est dans les coulisses, on regarde et voilà. Et je me dis, un jour, il faudra que je le rencontre. Quoi. Voilà. Et effectivement, bien des années plus tard, en 97, je vais le rencontrer et je vais pouvoir avoir un lien de discussion avec Laurent Terzieff où il m'invitera à voir ses pièces et où après la pièce, on se retrouve donc pendant 1 heure et demie, 2 heures, on va boire un verre ensemble et on discute. Et à chaque fois que je sortais de ces conversations avec Laurent Terzieff, j'avais l'impression d'avoir pris 10 ans de formation de plus encore en 2 heures. Donc, bon, c'était quelqu'un absolument formidable, d'une humilité extraordinaire, un vrai artiste. Voilà. La dernière fois qu'on l'a mis au cinéma, c'est dans début des années 90. Il jouait le rôle de l'anarchiste dans Germinal, lorsque Renaud, le chanteur, avait été donc casté pour jouer dans Germinal. Et Terzieff a une toute petite apparition où il joue où les ouvriers, les mineurs sont réunis dans ce vieux bar ouvrier, etc. Ils pensent qu'ils vont réussir à dompter la bourgeoisie qui les domine, etc. Et Terzieff, d'un seul coup, leur répond: mais vous ne comprenez rien, vous n'y parviendrez jamais, vous n'avez pas compris qui ils sont. Il a cette espèce de voix qui perce, qui fend l'écran, qui déchire l'écran quand on voit la scène au cinéma. Bon, voilà, on est à des très 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 haut niveau d'interprétation. Mais quand tu parles justement de Terzieff, heu, on voit que tu as les yeux qui pétillent parce que c'est un personnage qui t'a beaucoup marqué. Bah, faut savoir quand même que le lendemain des Molières 93, dans Le Parisien, j'ai l'article encore, je crois que c'est Le Parisien, en titre, hein, en première page, le titre, c'est Terzieff le magnifique. D'accord. Bon, voilà, heu, encore une fois, on est très happé par la médiatisation et donc on Ouais, monte sur un piédestal tous les gens qui sont connus, très connus, qu'on voit tout le temps, etc. Mais les gens qui sont très connus et qu'on voit tout le temps, etc., ce ne sont pas forcément les meilleurs. Faut pas. Alors je suis évidemment, bien d'accord. que beaucoup d'entre eux sont très bons quand même, parce que sinon ça serait embêtant. Mais il y a
Terzieff est de l'époque de Buñuel, quoi. On parle des années 50, quoi, où c'est le Ouais, cinéma d'auteur dans toute sa splendeur, et où il va apprendre au contact de ces grands réalisateurs qui étaient des auteurs très très profonds, quoi. Voilà. Ensuite va arriver la nouvelle vague. Bon, le cinéma ne l'intéresse plus. Le cinéma ne l'intéresse plus et il va monter il va être au théâtre, il va se réfugier entre guillemets au théâtre, mais il vient d'abord du théâtre, mais il va retourner au théâtre euh, avec sa femme Pascal de Boisson et son plus grand ami Richard Rodenbach. Malheureusement, bon, il fait alors âme à tous les trois. C'est Terzieff qui est parti en dernier, mais ah non, c'est Richard Rodenbach qui est parti en dernier. Il y a pas si quelques années de ça. Et voilà, et ils montent leurs pièces entre eux, et ils ne vont monter que des pièces de grands auteurs, et d'ailleurs que des pièces d'auteurs contemporains, parce que Terzieff aime bien parler de l'époque de l'époque actuelle, même si c'est contemporain, il n'y a pas que des thématiques sur l'époque actuelle. Voilà. Mais voilà, Terzieff est connu par toute la profession. C'est quelqu'un qui est admiré depuis ses débuts par toute la profession. Malheureusement, du grand public, quand on dit Laurent Terzieff, on sait c'est pas ça. trop. À part les anciens, moi je me souviens de mes grands-parents, ma grand-mère qui me disait ah Laurent Terzieff, ah bon, voilà. Et pour faire court, Philippe Noiret, Alors, Philippe Noiret, c'est une rencontre où en fait mon agent m'envoie sur le tournage des Palmes de Monsieur Schulz. On est fin des années 90. C'est un film qui est réalisé par Claude Pinoteau. Claude Pinoteau, tout simplement, ça tout le monde va s'en souvenir, réalisateur de La Boum avec Sophie Marceau. Bon, voilà, Claude Pinoteau qui là se lance dans un film un peu historique, puisque Les Palmes de Monsieur Schulz, il s'agit de l'histoire de Pierre et Marie Curie, de la découverte du phosphore par Pierre et Marie Curie, et donc il y a sur le tournage Isabelle Huppert qui joue Marie Curie, et puis comment Charles Berling qui n'était pas encore connu à l'époque d'ailleurs, qui joue Pierre Curie, et puis Philippe Noiret qui joue un peu le contradicteur scientifique de cette découverte, et on tourne dans l'immense amphithéâtre de la Sorbonne qui est magnifique. Il y a tout un tas de figurants en costume d'académiciens des sciences du 19e siècle à l'époque et tout ça. C'est un très, très gros tournage, grosse équipe. Voilà. Et puis, moi, je suis envoyé par mon agent comme ce qu'on appelle acteur de complément. Donc, voilà. C'est-à-dire que bah, s'il y a un plan à faire, à rajouter une séquence sur le moment du tournage, voilà, c'est l'acteur de complément qu'on vient chercher, quoi. Et puis bon, moi, j'ai 3 jours de tournage. Donc, premier jour, évidemment, ouais, je viens très près du plateau, voilà. Et puis l'anecdote est très simple. Charles Berling, et ça, c'est très long le cinéma. Hein, c'est voilà, Charles Berling est assis dans un coin, en train de manger une tablette de chocolat. Il me voit, il me dit, bah tiens, tu veux un morceau de chocolat? Je lui dis, bah, je fais écouter, avec plaisir, pourquoi pas. Mais je m'assois, voilà. Philippe Noiret arrive et puis il me dit: «Mais toi, tu es là pour, tu es comédien, enfin, tu es pas dans les figurants». Mais je lui fais: «Non, enfin, je suis entre les 2 quoi, je suis, acteur de complément, quoi, et il me fait: «Ah d'accord» et tout, il me fait: «Tu viens d'où?» et tout ça. Alors je lui dis: «Bah, j'ai commencé par le cours Nicole Mérouse», et là, il me fait: «Oh Nicole!» Et là, je le regarde, je lui fais: «Bah, vous la connaissez, Eh ben, mais comment Nicole? Enfin, bien sûr, alors comment va-t-elle?» et tout ça. Alors, moi, je lui réponds: «Mais ça fait déjà quelque temps que je suis sorti de cours et que maintenant, voilà, je joue constamment au théâtre, etc. Et donc, j'ai plus trop de nouvelles, etc.» Alors, bah, bon, alors là, ça s'emballe, on part dans une discussion, etc., machin, etc. Et le troisième jour de tournage, ils terminent une séquence, ils font sortir tous les figurants de l'amphithéâtre,
et ils me disent, «Monsieur Tonnelier, vous allez faire une séquence avec Monsieur Noiret, là». Voilà. Et là, je suis tombé, j'ai dit: «Comment?» et voilà, et oui, oui, voilà, c'était une belle séquence, hein, en gros plan, chant contre chant avec lui, et cetera, où moi je venais le contredire dans sa propre contradiction, et cetera. Et donc ils installent toute la séquence, tout le plateau. À l'époque, on tournait en 35 millimètres, hein, c'était les grosses caméras Panavision, voilà. Je me retrouve avec le pavillon énorme de la 35 millimètres à 5 centimètres du visage, lui pareil, voilà. Et puis il me dit, bon, c'était un bonhomme, hein, Noiret, hein. Et il me dit: «Bon, tu te souviens de ce que disait Gabin?» Je fais: «Oui, je crois me souvenir qu'il disait, voilà, jouer la comédie, c'est facile, tu me parles, je te réponds, quoi». «Exactement, voilà, je te parle, tu me réponds». Voilà. Et paf, la scène est partie, action, machin. Moi, j'ai tout laissé aller de toute, entre guillemets, de tout ce que j'avais accumulé pendant toutes ces années d'expérience et de formation, et cetera. J'ai tout laissé aller. Hem Et Pinotto a fait couper. On en a fait qu'une et elle est dans le film. Voilà. Voilà. Cool. Et ensuite Noiret a commencé à me dire: «Bah, écoute, voilà, si tu veux venir sur d'autres tournages, où je suis, on pourrait continuer de discuter, puis on verra s'il y a des choses, et cetera, machin». Et là, je suis parti, en fait, j'ai bifurqué en partant en Amérique du Sud, en partant en Guyane française. OK. C'est vrai que, Philippe Noiret était un personnage, assez intéressant. Ouais, Il avait un charisme, aussi bien, des 2 côtés, c'est-à-dire aussi bien au cinéma qu'au théâtre, bien sûr, bien sûr. et je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant au théâtre qu'au cinéma. Il pouvait plus s'exprimer au théâtre. Il vient de là, et c'est avant tout un comédien, et c'est pas parce qu'il est au théâtre que c'est un comédien. Mais c'est quelqu'un qui a toujours préféré les rôles de composition plutôt que d'interpréter un personnage avec uniquement ce qu'il représentait. Mais évidemment, concernant sa présence, faut savoir que c'était un grand bonhomme, hein. C'est clair. C'était quelqu'un de très, 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 très élégant et très massif, voilà, avec une voix aussi. Il avait une voix, voilà, il est de cette époque où d'ailleurs on disait, voilà, un comédien, un acteur, faut qu'il ait une voix, faut avoir une voix, et cetera. Maintenant, c'est des choses qui sont un petit peu un petit peu passé, voire dépassé pour certains, pas tous, ça dépend. Après, il y a différentes notions. Mais bien sûr, c'était quelqu'un de très impressionnant. Il avait été dans la promotion de Jean Rochefort, Jean-Pierre Mariel, Jean-Paul Belmondo, au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. À l'époque, hein, ils étaient tous dans cette promotion, et c'est fou comme leur promotion a complètement a créé tous ces bonhommes, Belmondo, Marielle, Jean Rochefort, Noiret, voilà. Et encore une fois, c'était des gens qui à l'époque se prenaient pas du tout la tête. Enfin, moi, que cette rencontre avec Noiret, voilà, j'ai trouvé un type d'une gentillesse extrême, d'une humilité énorme. Voilà, c'était avec une envie pareille de transmettre, de communiquer, voilà, voilà, moi j'aime beaucoup les artistes de ce genre-là, de De cette cette trempe, ouais, moi de cette aussi. trempe-là, voilà. Yes. J'ai encore une dernière question pour cette Ouais. partie avant de passer, sur le plus important, donc à l'espace du songe. Mmh. Hem, Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ton premier long métrage, L'homme arbre? Mmh. Alors c'est une vieille histoire, parce que, j'écris, L'homme arbre en 97, je crois.
Ça va me prendre 2 ans d'écriture. J'écris seul et en fait, c'est, heu, c'est, c'est issu en réalité, même complètement inconsciemment, je le sais aujourd'hui, de cette fabuleuse histoire écrite, par Tolkien qui est Le Seigneur des Anneaux. Et où dans Le Seigneur des Anneaux, on a ces fameux Ents, qui en réalité dans la mythologie s'appellent des Zénides et voilà, qui sont complètement en discordance, en désaccord avec la société humaine telle qu'elle est en train de se construire et de se modeler. Et donc, moi, je vais pas du tout partir sur une thématique telle que celle du Seigneur des Anneaux, mais j'ai un autre synopsis que je vais pas dévoiler ici, bien sûr, puisque en fait, je l'ai d'abord écrit pour le cinéma sous forme de scénario, mais c'est un film qui demande énormément de moyens, énormément de budget. C'est du domaine de grosses productions et de grands réalisateurs. Et donc, j'ai décidé là de le transformer en roman afin qu'il puisse être édité et que à partir du livre, il puisse éventuellement y avoir une adaptation au cinéma. Donc, et c'est que l'adaptation au roman est quasiment terminée. D'ailleurs, je fais un petit appel aux éditeurs s'ils veulent bien me contacter pour ce projet. On est déjà en contact avec certains éditeurs. Je dis on parce que là, je fais l'adaptation avec quelqu'un qui m'aide à adapter. Euh, Léonard Vicari, qui est un personnage, quelqu'un de super qu'on verra forcément un jour ou l'autre sur le devant de la scène, que ça soit dans l'écriture ou dans la réalisation. Et donc, effectivement, c'est je le redis pour les éditeurs, et je suis tout à fait sincère et en toute humilité, c'est une histoire qui n'a jamais été écrite, qui n'existe pas. Parfois, bon, on reprend des histoires qui sont très similaires, on les forme différemment, et puis voilà, cette histoire-là n'existe pas. Donc vraiment, contactez-moi à ce sujet-là, s'il vous plaît, pour bien vouloir lire le script qui sera terminé d'ici très très peu de temps, d'ici début octobre, il sera fini. Donc voilà, et donc par contre, ce que je peux dire, c'est que effectivement à ce moment-là, j'ai une certaine vision du monde qui m'apparaît comme où je sens que en Europe notamment, ça va pas déjà dans les années 90, hein, ça va pas, ça va continuer à pas tourner rond et ça va tourner de moins en moins rond. Voilà. Et donc dans cette histoire, je mets en scène cette confrontation entre le monde puissant de la nature, les fondements même de la nature, en opposition évidemment avec une société humaine qui tristement prend le mauvais chemin, quoi. Voilà. Yes. Alors, on va terminer donc, maintenant sur cette partie, donc on va parler de l'espace du songe. Quelle est la philosophie qui guide cette école justement? Alors, ça c'est une question importante. Puisque la philosophie, elle est elle est basée sur un constat très simple. C'est-à-dire j'ai rencontré souvent des acteurs, des actrices, des comédiens, des comédiennes, jeunes souvent, qui avaient peur de rentrer dans un cours dramatique professionnel, et oui, ça existe, par peur d'être formatés. Voilà. Et bon, je dirais que ça peut malheureusement arriver, et quand c'est le cas, bah, ce qu'il s'agit d'un cours d'art dramatique professionnel qui n'est pas si professionnel que ça et pas si bon que ça, parce que on ne doit pas vous formater. Donc la philosophie de l'espace du songe, bah, c'est tout l'inverse. En fait, le principe, c'est vraiment pour ma part, moi, j'amène les jeunes artistes à apprendre à se découvrir, à ce qu'ils se développent, à ce qu'ils se découvrent.
Voilà, et à ne surtout pas les formater en leur disant: «Attention, ça c'est comme ça, tu dois être comme ci ou c'est comme cela ou c'est comme ceci». Non, c'est tout l'inverse. Vous venez au cours, vous rentrez au cours pour apprendre à vous découvrir, à vous découvrir émotionnellement, à vous découvrir, corporellement, à vous découvrir dans votre créativité, dans votre imaginaire, à déployer, à décupler, votre puissance dramatique, votre énergie, et cetera, et cetera. Voilà, et c'est ce qui va faire que c'est comme ça qu'on arrive à avoir des gens qui parviennent grâce à cette philosophie, mais même, je dirais plus à cette technique qui a cette façon de voir les choses, qui arrive à développer un style. Voilà, donc autant on va pouvoir, grâce à ça, développer un style, et ce qui n'empêchera pas non plus, d'aller réellement vers des rôles de composition, pour, comme on le dit, complètement, s'effacer derrière le personnage et se mettre au service du personnage et de l'auteur. Voilà. Mais cette liberté va permettre, heu, voilà, de ne pas, cantonner l'artiste à se dire, «Bon, voilà, moi je ne dois être qu'au service de ça, mais ma créativité, je la mets un petit peu, en arrière-plan». Non, la première chose, l'essentiel, c'est de développer la créativité, la personnalité de l'artiste, et puis, à partir de là, bah, il y a un réel plaisir qui est ressenti par la personne, évidemment, parce qu'elle découvre des choses, qu'elle n'aurait pas soupçonnées, existant à l'intérieur d'elle-même, quoi. Mmh. Voilà. OK. Comment transposer la pédagogie théâtrale, si physique et organique, dans un format en ligne? Bah, justement, alors c'est une question, importante, ou qui va permettre, grâce à ma réponse, je l'espère, de casser, les préjugés actuels, qui sont dans l'esprit de beaucoup de personnes. En réalité, comme je le disais en introduction, en ligne, on fait exactement la même chose qu'en présentiel, hein. C'est-à-dire que, au lieu d'être devant, l'artiste, assis, dans un fauteuil sur un siège, debout devant lui à faire la direction d'acteur, et cetera, je fais exactement la même chose. Lui, il me voit à l'écran, moi je le vois à l'écran. Il suffit que la personne ait un peu d'espace chez elle, et voilà, ça fait le plateau, et tout se passe exactement de la même façon. Et puis, là où en fait, c'est très simple, en fait, il suffit juste de «percuter» entre guillemets, là-dessus. C'est-à-dire que sur le plan, du passage émotionnel, et cetera, de toute la ce qu'on appelle, ce qu'Aristote a défini et a appelé, la catharsis. La catharsis, quand vous allez au cinéma, sur un écran de cinéma, c'est que de la lumière, hein, c'est de la lumière et des couleurs. Quand vous regardez un film, une émission à la télé, c'est pareil, c'est des pixels. Bon, avant c'était cathodique, maintenant c'est numérique, Ouais, et et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est les acteurs, ils sont pas là. Les acteurs, ils sont, sur un autre tournage où ils boivent un café tranquille en terrasse, hein. Et pourtant, vous vivez l'histoire, la catharsis se produit. Et ben, c'est exactement pareil en ligne. C'est-à-dire que moi, mes acteurs, mes actrices, mes comédiens, mes comédiennes, on vit les émotions des scènes sur lesquelles ils travaillent, des personnages sur lesquels ils travaillent, de la même façon que si j'étais avec eux dans la pièce. Voilà, ça se passe comme au cinéma. yes, sauf qu'on est à distance, comme on dit. Eh ben oui, mais c'est ça qui est génial, c'est Ouais, que c'est ce que permet justement, ce que permettent les nouvelles technologies, quoi. C'est-à-dire que, avant c'était impossible. Moi, à mon époque, début des années 90 et même toutes les années 90, bah, on pouvait pas le faire par téléphone. Ça, par contre, ça c'est sûr, ça marchait pas. Voilà. ouais, Dès lors où il y a eu, les possibilités de visio, conférence, problème. c'est ça, et surtout pour ma part, c'est super important, et tout simplement parce que je fais des interviews, avec, des personnes qui font le tour. J'ai déjà fait plusieurs fois le tour de la terre, la preuve.
c'est que toi et moi, nous sommes à une distance, de combien de kilomètres? 11 000. Tu vois? Donc c'est incroyable la technologie. Heureusement qu'il y avait la technologie pour ça. Il y a des pour certaines choses que c'est, très intéressant et justement, le jour qu'on s'est contactés, tous les 2, j'avais fait le tour de la terre parce que juste après, j'étais en contact, à Bali. Mmh, Donc tu vois, c'est quand même incroyable. bien sûr. Je voulais revenir donc ma prochaine question, tout le long, de l'interview, tu as parlé d'un personnage et je pense que ce personnage est très important pour toi et comment intègres-tu la méthode de Grotowski dans ton enseignement numérique? Ah bah, c'est très simple, hein, c'est-à-dire, encore une fois, exactement comme en présentiel, c'est-à-dire, il faut de l'espace, hein, pour la méthode de Grotowski parce que c'est une méthode physique, donc faut beaucoup marcher dans l'espace pour, arriver à mettre en place toute la construction corporelle du personnage et donc, bah, l'élève évolue, dans l'espace face à la caméra et moi je le guide au fur et à mesure en lui faisant appliquer, ce qu'on appelle, la méthode, segment par segment de la construction corporelle. Voilà, il y a il encore une fois, c'est exactement comme si j'étais avec lui, dans cet espace. Yes. Heu, voilà et je dirais même mieux, petite parenthèse très rapide, j'ai fait, au mois de novembre l'année dernière, un stage à Paris dans le quartier de l'Opéra, où il y avait plus de 24 personnes, il y a de la moitié d'intervenants professionnels et le reste de mes élèves. Je voulais mettre les élèves face aux professionnels. Cela a tellement bien fonctionné, je m'y attendais pas, que ça a donné lieu à la création d'une compagnie, théâtrale de production qui existe maintenant, qui s'appelle la Nef des Fous, voilà et nous répétons actuellement en visioconférence. Parce qu'on est en train de monter la première production là, sur des monologues d'Alan Bennett d'ailleurs, nous répétons actuellement les premières répétitions là. Ensuite, on se retrouvera en présentiel pour les filages et cetera, mais les premières répétitions se font par visioconférence, ça ne pose aucun problème. Voilà. D'ailleurs, j'appelle également, les professionnels qui veulent bien nous soutenir, notamment les directeurs de salles, pour nous accueillir, pour, lancer cette première production, sur ces monologues, très très puissants d'Alan Bennett, qui est toujours vivant d'ailleurs, on le remercie. Et pourquoi ce personnage et pas un autre? Quel personnage? Bah, Grotowski, pourquoi lui Ah, mais pas un Grotowski. autre? Alors, Grotowski, c'est pas un personnage, c'est un des plus grands, méthodologistes de l'art dramatique avec Stanislavski, hein. On a vraiment les deux piliers. Stanislavski, bien entendu, en premier, qui déclenche toute la méthodologie de l'acteur moderne avec la mémoire sensorielle. OK, Bien plus tard, arrivera Grotowski. Grotowski est décédé entre guillemets il y a pas très longtemps. Il décède en 1999. C'est pas si vieux que ça. Mais voilà, il va, comme je l'avais dit un petit peu en amont, je crois, ouais. il va inverser la méthode de Stanislavski, c'est-à-dire qu'au lieu de partir des émotions et de la psychologie pour arriver à un résultat, corporel, final, structuré du personnage. Lui, il va partir du corps pour arriver aux émotions et à la psychologie du personnage. Donc, euh, donc voilà. Après, on a d'autres méthodologies. On a Peter Brook, on a Jouvet, on a Antonin Artaud, oui, il y a Messner également. Puis lui, c'est tout un travail sur l'hypnose, etc. Mais voilà, mais les deux grands piliers, c'est vraiment Stanislavski et Grotowski. Avec Grotowski qui, malheureusement, par son côté très moine jusqu'au bouddhisme, je dirais, et a vraiment refusé la médiatisation, qui malheureusement est moins connue. Mais voilà, on a parlé également avant des fameux effets entre guillemets, je dis bien indésirables de la médiatisation par défaut vis-à-vis de certains et qui induisent parfois en erreur.
Mais Grotowski reste la deuxième grande méthode mondiale fondamentale. Yes. Est-ce que le théâtre est pour toi une voie de liberté, de guérison ou, de résistance? Alors de liberté, ça c'est sûr et certain, lorsque tu m'as demandé les 3 mots en question, hein, la liberté était le premier. Liberté, ça c'est certain. Ensuite de guérison, alors là je dirais non. Non, non, non. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir, parfois être un peu en difficulté émotionnelle ou psychologique ou avec une vie pas évidente et cetera, qu'effectivement l'art dramatique va pouvoir les aider un petit peu, mais c'est à double tranchant. C'est-à-dire que les gens qui viennent, dans la sphère de l'art dramatique en espérant que ça soit l'art dramatique qui traite leur pathologie, et en plus, généralement, c'est très dangereux parce qu'on touche quand même D'accord, à des phénomènes, émotionnels puissants. On remonte, on descend même plutôt dans les profondeurs émotionnelles et psychologiques. Guérir, non, faut pas le concevoir comme ça. Et le troisième mot, c'était? le troisième mot, c'est résistance. Résistance. Alors bon, j'entends bien le sous-entendu, c'est-à-dire, bon, on est artiste, alors on a toujours envie un peu de se mêler à la politique, voilà, mais moi je laisse, ça à ceux que ça chante, je dirais. Pas dans ce sens-là. Voilà. Ce serait ce mot-là, résistance, pour c'est pas dans ce sens, là. Ouais, C'est plus par rapport à ce que tu m'as parlé parce que tu sais, hier, quand je t'avais posé, la question, quel personnage était toi le plus difficile? Et tu ouais, m'as dit que je t'avais pas répondu la bonne réponse. Tu m'as répondu Titus oui. et donc la résistance, c'est par rapport à ce personnage ou peut-être un autre en termes de résistance. Alors, c'est-à-dire tu veux dire par là, la entre guillemets «la force qu'il faudrait avoir pour». Bah, la force et puis, la résistance de pouvoir, exprimer, de manière, tu vois, vraiment, Ah rentrer vraiment dans le personnage complètement. ouais, oui. C'est ça surtout la ré par rapport à ça. Oui, d'accord. Ah oui, oui, bah, ça, c'est là, tu parles de tout, l'engagement, C'est ça. dans le personnage et notamment là, pour le coup, beaucoup plus, au théâtre, qu'au cinéma, bien sûr. Parce que, au cinéma, bon, généralement, les prises sont assez courtes. C'est très rare d'avoir des plans séquences, assez longs et cetera. Donc bon, l'engagement, l'énergie est comme ça, donné d'un seul coup, puis c'est assez court. Alors que quand on est tous les soirs au théâtre, là, évidemment, effectivement, il y a une certaine résistance, émotionnelle, mentale, physique à avoir. Il faut être en très bonne forme, bien entendu, parce que bah, tous les soirs, l'ouvrage est remis en cause, hein. Ouais, Donc c'est effectivement, et d'ailleurs, faut pas dire n'importe quoi non plus. D'ailleurs qu'il y a des soirs, on est moins bon que d'autres, hein. Il y a des soirs, bah, il y a des jours, on a moins la pêche que la veille, et cetera. Alors bon, on a des techniques un peu pour évidemment, se rebooster, mais voilà, et c'est pour ça que, voilà, pour ma part, heu, moi j'adore le cinéma bien évidemment, mais le challenge d'être tous les soirs sur scène, ça c'est quelque chose, de ouais, puis surtout, très, très fort. ce qui est intéressant, et ça c'est Sandra Maldi qui me l'avait expliqué, c'est que quand, elle a faut pas que je rentre trop dans le détail pour, parce que sinon je vais, mordre à l'hameçon, pour que les gens, à la dernière question, j'ai pas trop envie que les gens le sachent. Mais au théâtre, tu peux pas te planter parce que tu es devant un public. Au cinéma, tu peux te planter, tu peux refaire des prises plusieurs fois, sauf que là, tu es face devant le public, tu peux pas, c'est compliqué. Bien sûr, c'est du sans filet, hein, C'est ça.
Voilà, une pièce bien montée, vraiment dans le cadre professionnel. Normalement, il y a aucune erreur du début à la fin, quoi. Hein. Il y a même pas un acteur ou un comédien qui va avoir un problème, qui va bafouiller ou quoi. Ça n'existe pas. Alors bien sûr que oui, après ça existe. C'est-à-dire que le trou de mémoire, il peut arriver même quand on connaît son texte, qu'on l'a répété 100 ou 200 fois. Le trou de mémoire, il peut arriver. Le bafouillage, il peut arriver. Le problème du décor à un moment, quelque chose, une porte de placard qui est mal fixée, qui se décroche, un problème de lumière, la lumière qui s'éteint, ça m'est arrivé une fois, le noir, voilà, qui était panne de courant, quoi. Voilà, et bien sûr, et ça, bah, après, tout ça après repose sur la faculté d'improvisation des acteurs et des comédiens, et souvent ça mène à des choses très marrantes et où à la fin le public quand tout se remet en place, applaudit parce qu'il y a eu une impro qui s'est mis en place spontanément. On apprend à improviser dès le moindre problème, et puis on finit par retomber sur nos Ouais. pattes. Voilà. Mais donc voilà. Mais c'est ça qui est. Et d'ailleurs, on a l'exemple notamment de La Cage aux folles, écrit par Jean Poiret et joué à l'époque de Michel Serrault et Jean Poiret. Et d'ailleurs, bien des années plus tard, Christian Clavier et Didier Bourdon l'ont repris. Je l'étais allé le voir au théâtre de la Porte-Saint-Martin et c'était très très bien aussi. Mais à l'époque de Serrault et Clavier, la pièce n'en finissait plus. Elle était donnée pour un peu moins de 2 heures, etc. La pièce pouvait donner 2 heures et demie. Ils se provoquaient en improvisation mutuellement et ils savaient plus où ils allaient. Et ils jouaient à ça, quoi. Ils jouaient sur le fil, quoi, comme des funambules. Ils jouaient avec le feu, hein. Et c'était une joute d'improvisation. Et C'est voilà, intéressant. c'est ça qu'on peut Ouais. aussi s'amuser à faire au théâtre. Alors, au cinéma, évidemment, c'est pas possible. C'est un peu compliqué, tout à fait, ouais. Si tu devais résumer l'essence du théâtre en une seule phrase, laquelle serait-elle? C'est Ah bon? compliqué, hein? Ouais, on peut dire plus c'est difficile de choisir une phrase, mais je dirais que c'est comme c'est Elle est pas de moi d'ailleurs, elle est de Laurent Terzieff. C'est avant tout, je pense, la dernière aventure collective. Ah, une belle, elle est pas mal. Oui, elle est pas de moi, encore une fois, elle est pas de Bah moi, elle oui, est de Monsieur Terzieff et qui l'avait déclaré d'ailleurs lors de la cérémonie, dans son discours lors de la cérémonie, des Molières, 1993, et on en a souvent reparlé lorsque j'avais après mes rencontres avec lui, et c'est effectivement la dernière vraie aventure collective. Ouais. yes. Parce que tout Ouais, le monde, bah, alors il y en a d'autres, hein, on va me dire, sur un grand voilier, il faut une équipe et c'est une aventure, collective aussi, bien sûr, hein, voilà. Mais c'est vrai que l'engagement au théâtre, voilà, il faut éviter tout cabotinage de certains acteurs ou comédiens. On doit tous aller dans le même sens, au service d'une mmh, histoire, au service d'une émotion, pour le public, et cetera. C'est une aventure collective complète, corporelle, imaginaire, intellectuelle, émotionnelle, voilà. Donc, voilà, yes. et quand tout va bien, ça dure longtemps, normalement. Voilà. Alors, avant-dernière question. Comment vois-tu l'avenir de l'espace du songe dans les prochaines années? Bah, j'ai pas de boule de cristal, mais enfin, ce que je constate, depuis, l'ouverture en ligne, parce que l'espace du songe existe donc depuis 2006. Voilà, hein, à l'époque où j'étais en Guyane et où je pratiquais en présentiel et en ligne, donc depuis, un peu plus de 5 ans et demi, maintenant. En fait, ça ne fait que prendre de l'ampleur. Donc voilà, je rencontre de plus en plus de gens importants, de gens intéressants, notamment chez les agents, les directeurs de casting, des gens très, très connus qui sont dans le métier depuis 50 ans. J'en ai parlé, un peu en amont également,
Dimi de Delphes, qui est quelqu'un d'extraordinaire que j'ai rencontré il y a pas si longtemps que ça, il y a un peu moins d'un an, et voilà, on s'est retrouvé vraiment exactement sur la même longueur d'onde, qui va faire donc cette conférence début octobre sur son travail avec Nicholson, De Niro et Grotowski. Donc, ça ne fait que prendre de l'ampleur. Donc, voilà, j'espère que ça va continuer sur cette lancée. En tout cas, j'y travaille beaucoup. Faut savoir que depuis 5 ans et demi, il y a un peu plus de 80 élèves qui sont passés par l'espace du songe. Tous les services, démarchage, communication, assistance à la création fonctionnent à bloc. Et puis, et puis, euh, et puis voilà. Donc, actuellement, actuellement, j'ai 17 élèves à raison de 3 heures de cours pour chacun par semaine. Je vous laisse faire le calcul d'heures de visio que je fais par semaine. Je fais plus de 40 heures de visio par semaine, plus le travail que j'ai à traiter sur les services périphériques. Donc, et en réalité, et c'est pas une blague, j'y suis du lundi au dimanche non-stop, quoi. Voilà, et je prends une demi-journée de temps en temps par-ci par-là, etc. Bon, c'est l'avantage, mais j'ai pas l'impression de travailler, moi. C'est ma passion, et voilà. Et des fois, même quand je sors un petit peu, je vais me mettre à une terrasse de café, ou je me fais un petit resto, etc. Au bout d'un moment, je me dis bon, faut que j'y retourne, hein. Bon, voilà. Je te souhaite que le meilleur pour le Merci rebondis. beaucoup, et pareillement, parce que ta chaîne est super aussi, et c'est du vrai boulot. Faut pas croire que ça se fait comme ça en claquant des Ouais, doigts. ouais. Non, mais on le sent quand tu parles, il y a la passion, il y a tout. Ben, je te l'ai même dit encore, bah, au début de l'interview, on sent la passion et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu fais et moi, ça me fait super plaisir de t'avoir eu, sur ma chaîne pour pouvoir discuter, et d'échanger ensemble et aussi des personnages, que tu as abordés, pas que des personnages, mais aussi bien des acteurs que je connaissais, que j'avais complètement oublié, de les retrouver et des personnages que je ne connaissais pas et que j'ai découverts, c'est incroyable, tu vois? Et donc ça, c'est bien de pouvoir échanger, d'échanger, par rapport à ça et donc on va arriver à notre dernière question. Mmh. Quelle est la différence entre un acteur et un comédien? Oui, alors, merci de me donner la parole là-dessus, parce que il y a une immense erreur, mais bon, qui émane, je dirais, de l'imaginaire populaire, et c'est tout à fait normal. Alors, c'est normal dans l'imaginaire populaire, c'est un petit peu moins normal quand ça devient de jeunes acteurs ou actrices, comédiens ou comédiennes, donc justement qui démarrent et qui sont complètement dans l'erreur par rapport à ça. C'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif, voilà, un acteur, c'est au cinéma, et un comédien, c'est au théâtre. C'est absolument faux. Voilà. La définition, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein. Elle m'a été donnée lorsque j'étais en première année de cours dramatique professionnel chez Nicole Mérouz. Elle nous a été donnée par Joël Demarty, qui a été un sociétaire de la Comédie Française pendant plus de 20 ans. La définition est académique. Il n'y a pas les acteurs, il n'y a pas les acteurs au cinéma et les comédiens au théâtre. Il y a autant de comédiens au cinéma que d'acteurs au théâtre. La différence, elle est la définition donc de l'un et de l'autre, et que l'acteur amène le personnage à ce qu'il est naturellement, alors que le comédien va vers le personnage. C'est-à-dire que le comédien opère ce qu'on appelle une métamorphose, une transformation. C'est ce qu'on appelle la composition. Voilà. Alors, on peut citer différents exemples. Si par exemple, je dis Alain Delon. Alain Delon, acteur ou comédien? Bonne question. C'est Moi, facile. honnêtement, après je peux me tromper, hein, moi je dirais les 2. Il a rarement été comédien, Alain Delon, il fait Jules César dans Astérix et Obélix, il fait du Delon, quoi. Ouais, Euh, bah oui.
Mais oui, bon voilà, le Jaguar, bon voilà, donc non, Alain Delon a été toujours à 99,9 % acteur, un très bon acteur et d'ailleurs, c'est pas facile d'être un bon acteur, bon voilà, mais Raven il a toujours ramené à ce qu'il est lui, à ce qu'il a été, à ce qu'il est lui, quoi. Voilà. Si à côté de ça, je prends Michel Serrault, acteur ou comédien. Moi, je dirais comédien. Bah, beaucoup plus, oui. Quand on voit, par exemple, dans Docteur Petiot, et cetera, toute la transformation physique, et cetera. Mais après, il y a des artistes qui sont autant acteurs que comédiens. Il y en a qui sont les 2. Voilà. Jean-Paul Belmondo? Belmondo, acteur, bien sûr, il faisait du bébel, on l'a dit toute sa carrière, Ah heu ouais. On en a plus de ces personnages-là, hein. Ah ouais, beaucoup, 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 beaucoup moins en effet. Donc voilà, donc c'est très important et je j'invite le public, ton public à regarder sur YouTube, aller sur YouTube en gratuit, une pièce qui s'appelle l'art, hein, R-A-T de Yasmina Reza, qui a été créée par Yasmina Reza en 95, qui est fabuleuse, qui est jouée par Pierre Arditi, Pierre Vanek et Fabrice Lucchini et vous allez voir au théâtre des acteurs, c'est-à-dire que alors parce que là après, on se dit: «Oui, il y a aussi une forme au théâtre qui n'est pas la même qu'au cinéma». C'est faux, ça c'est les vieilles idées de la vieille c'était à l'époque de la vieille comédie française et cetera. Même aujourd'hui, la comédie française ne travaille plus comme ça et vous allez voir donc, Pierre Arditi, Pierre Vanek, Fabrice Lucchini, sur le grand plateau du théâtre des Champs-Élysées. Moi, à l'époque, j'étais allé la voir, au théâtre des Champs-Élysées, pièce fabuleuse. Vous mettez la caméra de cinéma, vous avez le film. Il y a aucune, différence. Ils sont pas là en train de déclamer. On ne déclame plus au théâtre, c'est fini depuis longtemps tout ça. Voilà et puis d'ailleurs, à l'inverse, on va avoir Depardieu qui, au cinéma, fait, Cyrano de Bergerac. Bon, qui est une pièce d'Edmond Rostand, écrite en alexandrin, voilà. Donc et ça passe très, très bien au cinéma. Donc il y a pas le genre théâtral et le genre cinématographique. Alors il y a des choses, évidemment, il y a des exceptions, il y a des choses que qui vont être plus à même à être faites, au théâtre et puis d'autres plus à même à être faites au cinéma, ça bien sûr. Mais globalement, non, on peut tout à fait, jouer Bérénice, réaliser, Bérénice de Racine au cinéma. Ça a été fait d'ailleurs, notamment avec, Depardieu, Carole Bouquet et toute une pléiade, d'acteurs, très connus. Heu, voilà, donc il y a pas les acteurs, au cinéma, les comédiens au théâtre. Il y a autant de comédiens au cinéma. Quand c'est Rose ou le docteur Potio, il est dans un rôle de composition totale. Il est enfoui dans le personnage, d'accord? Il est voilà. Et puis il y a des acteurs qui sont au théâtre aussi parce que quand on a besoin, voilà, de quelqu'un pour ce qu'il est, voilà, dans une histoire, au théâtre, et ben on prend un acteur, on prend pas un comédien. Voilà. Hein et ensuite, tout est autant possible au théâtre qu'au cinéma. Alors bon, on va me dire: «Ah ouais, mais on peut pas faire Le Seigneur des Anneaux au théâtre». Oui, c'est sûr, ça devient plus compliqué et encore quoique, faudrait y réfléchir. Voilà, on monte bien le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, depuis, le Moyen Âge, la fin du Moyen Âge, au théâtre, qui est une pièce d'ailleurs redoutablement complexe à monter, et aujourd'hui, on peut faire des choses, évidemment que le cinéma a complètement explosé au niveau du potentiel des effets spéciaux et cetera. Voilà, mais au théâtre, on peut faire beaucoup de choses, c'est ce qu'on appelle la scénographie et qui peuvent parfois même être plus jolies dans la symbolique et dans le langage, scénographique, qu'au cinéma. Enfin, de toute façon, quand le metteur en scène au théâtre ou le réalisateur au cinéma, quand ils sont bons, les 2 deviennent magnifiques et très jolis. Voilà, mais voilà, il y a pas, un mur entre le théâtre et le cinéma et et puis, il y aurait des acteurs uniquement au cinéma et des comédiens au théâtre, ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. Voilà. Yes! Eh ben, écoute, on va arriver à un terme à cet, entretien.
À mes invités, je leur laisse le mot de la fin, donc je te laisse le mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, je dirais, merci à toi déjà, voilà pour cette super invitation. Merci à vous tous, qui avez écouté, jusqu'au bout, voilà, notre échange. Et puis, bah, l'email, le lien de ma chaîne YouTube, le lien de mon site, de l'Espace du Songe, tout ça est en description. Contactez-moi parce que là, on a fait peut-être 1 heure et demie, peut-être un peu plus. Mais si vous venez au sein de l'Espace du Songe pour prendre des cours ou pour les services périphériques, etc., pour votre démarchage, votre communication, etc., là, vous verrez que on peut en parler des nuits et que, bah voilà, ça approfondit, ça va approfondir réellement vos connaissances et votre expérience et votre pratique dans le métier pour arriver au sein du milieu professionnel, comme quelqu'un qui, voilà, qui a, de vraies connaissances, heu, sur notre, magnifique métier. Voilà. Yes, même les personnes, ça pourrait les intéresser, ne serait-ce que pour découvrir. Oui! Ah mais de toute manière, moi j'invite, les personnes à me Tout à fait. contacter. Même sans aucun engagement, hein, je veux dire, il y a toujours une première C'est visioconférence s qui dure mmh, généralement 1 heure à peu près et où là qui est totalement gratuite évidemment. Ils peuvent même assister à un cours en visioconférence pour voir comment ça se passe, donc gratuitement et puis, voilà et on ouvre la discussion, ils voient les choses en pratique et puis à partir de là, yes, si ça leur plaît et ben, c'est parti. Voilà. voilà, donc ça sera tous les liens seront en description en dessous de la vidéo. Donc merci beaucoup Franck pour ce voyage à travers ton parcours, tes Merci à toi. rencontres et ta philosophie de l'art dramatique. Ce qui ressort de cette, conversation, c'est à la fois ton amour viscéral pour le théâtre et ta volonté de le rendre accessible au plus grand nombre, notamment grâce à l'espace du songe. On retiendra aussi cette, distinction essentielle que tu fais entre l'acteur et le comédien et cette conviction que le théâtre reste un lieu de liberté et de transformation. Le Je cinéma vous aussi invite d'ailleurs, hein. Le cinéma aussi. Oui, je vous invite toutes et tous à découvrir son travail et ses formations en ligne et à continuer de faire vivre l'esprit du théâtre sur une scène comme dans la vie. À très bientôt pour une nouvelle rencontre inspirante. Merci beaucoup. Merci, merci à tous. Au revoir.